Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la nouvelle lunaison qui a eu lieu le 20 avril 2023 avec la conjonction entre le soleil et la lune dans le 5e degré du signe sidéral du Bélier. Hier soir, le 21 avril, nous avons pu observer le premier croissant lunaire visible qui s'est montré à l'horizon ouest peu de temps après le coucher du soleil, ce qui marque le début véritable de la lunaison dans la lumière. Et comme d'habitude, aujourd'hui, donc le lendemain du premier croissant, je vous présente les prévisions. Alors, ce qui est le plus important pour cette nouvelle lunaison, c'est qu'elle a démarré avec une éclipse solaire qui était assez spéciale. Vous l'avez peut-être vu déjà dans les médias, une éclipse hybride, etc. Je ne vais pas m'attarder sur l'aspect astronomique de ce phénomène, qui est assez rare en effet. Il faut tout simplement dire que c'est une éclipse qui est quand même, qui arrive à une occultation totale à un moment donné. Et par là, la lumière du soleil a été occultée pour quelque temps. Donc, nous pouvons là quand même la considérer comme une éclipse assez importante. Vous savez ici peut-être, si vous êtes déjà venu et si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos des années précédentes, que les éclipses solaires et lunaires n'étaient pas du tout bien interprétées dans l'Antiquité et que c'était toujours une source de prévision assez négative. En effet, c'est souvent le cas puisque tout simplement dans la symbolique, il s'agit d'une occultation de la lumière et donc de la création d'un portail de ténèbres, pour ainsi dire, par lequel peuvent influer différentes influences cosmiques de caractère plutôt destructeur ou perturbateur. Cette fois-ci, je pense que nous pouvons faire exception de cette règle, car même si toutes les caractéristiques d'une éclipse sont présentes, il y a une petite une particularité qui reste pour moi une supposition. Je vais la partager avec vous puisque c'est pour moi l'occasion aussi d'insister encore et encore et encore sur l'importance de l'observation vraie du ciel quand nous pratiquons l'art de l'astrologie. Puisque l'astrologie reste malgré tout notre lien direct avec le cosmos, la lumière. Et nous avons perdu cette habitude d'observer le ciel et de tirer nos conclusions directement de l'observation, de vraiment sentir ce qui se présente à nous et de l'interpréter. Or, cette observation peut des fois montrer des signes que nous ne pouvons pas juste voir dans notre ordinateur ou sur papier. Alors bon, l'éclipse n'était pas observable depuis la France. Nous ne pouvons pas vraiment savoir ce qu'on pouvait voir à ce moment-là. J'ai cherché des photos, mais je n'ai pas vu ce que j'ai cherché. Donc je vais rester sur une hypothèse d'éclipse avec vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en ce moment, Jupiter, il est très proche du Soleil et du coup, il n'est pas observable dans le ciel à l'œil nu. On ne peut pas le distinguer. Sa lumière n'est pas assez forte pour se détacher sur le fond lumineux du ciel lors de l'observation. Vous voyez, il est comme brûlé dans la lumière, dans l'aura du Soleil.
Ce sont des phénomènes, c'est un phénomène qui arrive une fois par an, chaque année, donc il n'y a rien de très, très grave dans ce phénomène-là. Mais bon, nous considérons qu'à ce moment-là, Jupiter est comme inexistant. Il ne peut pas opérer de toute sa force dans nos vies. Vous voyez, tout ce que Jupiter symbolise comme l'abondance matérielle, l'éducation, mais les hautes études et la connaissance dans le sens le plus élevé possible, la spiritualité, etc., ont du mal en fait à se manifester dans nos vies de la manière la plus tangible, la plus évidente. Par contre, tous les thèmes qui sont plus intérieurs et qui concernent plus notre lien avec le divin peuvent être hautement stimulés si nous faisons l'effort d'une pratique spirituelle. Maintenant, vous imaginez que si Jupiter est si proche du Soleil à ce moment-là, de l'éclipse, donc du 20 avril, tout simplement, la lumière du Soleil devient tellement faible qu'en réalité, on aurait pu observer Jupiter à l'œil nu lors de l'éclipse. Vous voyez, il aurait pu apparaître sur ce fond lumineux, mais quand même de faible luminosité. Et du coup, on aurait pu vraiment le distinguer et l'observer. Ceci reste une hypothèse, mais en observant tout simplement la vie et ce qui s'est passé ces derniers jours, je peux quand même avancer cette hypothèse-là et dire que, en effet, Jupiter a eu une très grande influence lors de cette éclipse. Même s'il n'était pas dans le même signe que le Soleil du point de vue sidéral, etc., moi j'ai vu clairement des événements qui soutiennent cette abondance, cette ouverture qui sont typiques pour Jupiter. Donc une ouverture dans l'apprentissage des matières métaphysiques, philosophiques, des hautes études, mais également une abondance matérielle possible, des voyages pour certains, etc. Beaucoup de choses qui se rattachent à Jupiter dans sa symbolique. Donc, ça c'est la première chose importante à dire, c'est que c'était globalement une éclipse à potentiel bénéfique. Maintenant, elle s'est produite en carré exact avec Pluton. Et c'est un carré, actif de la part de Pluton vers le Soleil, puisque il y a une direction dans les aspects dans l'astrologie antique. Même si dans l'Antiquité Pluton n'était pas utilisé, bon, moi je l'utilise puisque je le vois œuvrer dans la vie et puisque je vois les conséquences de ces aspects dans la vie. Donc il y a certaines situations dans la vie qui sont un peu à la vie à la mort. Vous voyez, avec Pluton, nous sommes toujours dans une régénération complète, totale. Quelque chose qui va en profondeur des choses, qui va vraiment purger en profondeur, et c'est une purification qui n'est pas toujours aisée, qui peut passer vraiment par une destruction des choses passées assez complète, qui promet la régénération et qui à la fois bénéficie de cette présence de Jupiter qui est extrêmement positive à côté du Soleil dans cette éclipse. Donc en fait, il y a un mélange
d'influence en ce moment entre la destruction des choses passées, la régénération, le renouveau. Et ce sont des périodes souvent très dynamiques dans la vie, puisque bon, un monde disparaît pour qu'un autre réapparaisse. Vous voyez, c'est toujours dynamique ces moments-là. Alors, dans le même signe que le Soleil se trouve également Uranus, un peu plus loin dans le signe du Bélier. Et durant ce mois lunaire, le Soleil va approcher Uranus et va faire une conjonction avec Uranus. Donc, il y a comme un désir de libération, de quelque chose de vraiment nouveau qui puisse apparaître, d'une réforme vraiment de la vie profonde. Puisque même si Pluton et Uranus ne sont pas en carré exact et le carré est passé, en fait, leur carré exact est passé, mais vous voyez comment par l'intermédiaire d'autres planètes, comme le Soleil en l'occurrence, ce carré peut être un tout petit peu ravivé et nous ramener à nouveau dans cette dynamique de changement, de grands changements, de grandes bascules. Maintenant, pour avoir un peu plus de précision au niveau de l'interprétation, c'est bien, c'est mal, vers où vont pencher les balances, il faut observer aussi le maître du Bélier, qui est la planète Mars, et qui, au moment de l'éclipse, trouvait et se trouve encore dans le signe sidéral des Gémeaux. Alors, le signe des Gémeaux est un signe neutre par rapport à Mars. Il n'est ne se sent ni bien ni mal dedans, c'est un peu neutre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le signe qui est gouverné par les Gémeaux, donc Mars se trouve dans les Gémeaux et le signe qui est gouverné par les Gémeaux est Mercure. Et Mercure, lui, il se trouve dans le Bélier. Donc vous voyez que le maître du Bélier, où il se trouve Mercure, se trouve dans les Gémeaux, alors que le maître de Bélier, qui se trouve dans les Gémeaux, est Mars. Et de cette façon, les maîtres de ces deux signes, Bélier et Gémeaux, changent leur place. Vous voyez, c'est une interception en fait des deux planètes, ce qui les renforce énormément. Ce sont deux signes qui sont en sextile l'un par rapport à l'autre, donc c'est une influence qui est quand même harmonieuse, puisqu'elle concerne deux signes diurnes et masculins. Donc c'est une énergie active et extériorisée. Vous voyez, le Bélier et les Gémeaux, l'un sur le plan de l'action physique et l'autre sur le plan mental. Ceci renforce cette lunaison. L'éclipse, c'est toute la lunaison en fait, puisque l'énergie mentale en fait et l'activité sera du coup renforcée par cette réception mutuelle. Et nous avons assisté à une grande diversité des échanges. Les choses ont pu se passer de manière très rapide. Les interactions peuvent se passer de manière très rapide. On peut avoir des activités un peu éparpillées des fois ou aller dans plusieurs sens. Ou alors avoir beaucoup de conversations, devoir gérer plusieurs choses à la fois, avoir un entraînement physique des fois qui concerne la mobilité. Et puis avoir du succès dans ces domaines-là. La même chose pour les études, pour ceux qui créent des choses intellectuelles, qui lancent des nouveaux projets intellectuels, puisque la nouveauté, elle est sous Bélier, comment dire, c'est le début des choses, le Bélier, c'est une énergie d'initiation de projet. Et en mélange avec l'énergie mentale des Gémeaux et de Mercure, ceci nous donne l'initiation de certains projets. Sauf que le 21, le 21 avril, Mercure est devenu stationnaire
et puis rétrograde. Donc, toute cette effervescence qui est qui nous pousse à démarrer des choses, en fait, va être un petit peu freinée parce que certains projets du passé, certaines situations entières du passé auront besoin d'une nouvelle visite, d'un nouveau travail dessus. Donc, comme d'habitude, avec Mercure rétrograde, il va falloir reprendre ce qui n'a pas été fini pendant le mois dernier, dans les mêmes thématiques, avec les mêmes personnes, voire des personnes encore d'avant, de cycle d'avant de Mercure. Et donc, retravailler ces mêmes thématiques. Donc, à la fois, nous avons l'envie d'aller vers l'avant, mais il y a cette obligation aussi de terminer d'abord ce qui a été commencé précédemment. Bon, tout ceci n'est pas très grave puisque les deux planètes sont en sextile, Mercure et Mars entre elles. Et donc, c'est assez facile à gérer. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement désagréable à vivre. Et puis, d'une manière assez fluide, les choses peuvent se dérouler. Voilà, c'est à peu près tout par rapport au début de la lunaison. Je ne vous ai rien dit de Vénus et de Saturne. C'est un sous-thème, disons, de la lunaison, puisque elle ne se produit pas dans des signes qui sont gérés par une de ces deux planètes. Donc, bon, Vénus, elle est dans le signe du Taureau en ce moment. Elle est extrêmement bien placée dans son propre signe. Elle peut donner l'envie de profiter des bonnes choses de la vie, d'aller dans la nature, de se faire belle pour les femmes, d'être avec sa compagne, avec les hommes, de bien manger, de profiter de la beauté, des plaisirs de la vie. C'est également le signe de l'argent, de l'abondance matérielle, le Taureau. Et quand Vénus est dedans, bon, elle nous pousse vraiment soit à avoir certains gains qui viennent comme ça un petit peu de nulle part, soit à dépenser un peu plus pour des choses plus luxueuses qui font plus plaisir. Sauf que il n'y a pas que Vénus dans le tableau, il y a aussi Saturne qui lui, il est dans le signe sidéral du Verseau et qui envoie son carré par là à Vénus et donc la freine dans ce qu'elle veut. Donc avec un Saturne de cette sorte, nous pouvons avoir tout l'inverse de ce que je viens de vous dire. Freiner, il peut freiner toutes ces choses que je viens d'énumérer concernant Vénus en Taureau. Donc restrictions budgétaires pour tout le monde probablement pour ce mois-ci. Et puis en amour, bon, certains blocages, certains obstacles à franchir, de l'attente, etc. Bien évidemment, ceci reste un climat général. Ça ne veut pas dire que vous, précisément vous allez vivre cette chose-là à 100%. Non, tout dépend, bien évidemment, où se trouvent vos planètes de naissance. Nous ne pouvons pas parler sérieusement sans votre horoscope à vous. Donc, c'est un climat général uniquement. Alors, Saturne, concernant Saturne, ce qui est très intéressant, c'est que Saturne vient de devenir visible en tant qu'étoile du matin, c'est-à-dire qui précède le soleil le matin, qui se lève à l'horizon est avant le soleil, puis un peu plus tard, quelques heures plus tard, arrive le soleil. Donc, quand Saturne s'est levé, c'était le 19 ou le 20 avril, je vais vous noter la date exacte dans la description. Quand il s'est montré, ce jour-là, pour la première fois visible dans le ciel, il s'est montré dans le
10e degré ou 11e du signe sidéral du Verseau, près de l'étoile fixe Fomalhaut. Et les personnes qui ont des planètes aux alentours de cette zone-là, début Verseau, peuvent subir vraiment les effets de Saturne très fortement, d'une manière vraiment, il y a un pic de l'influence, de l'énergie en fait qui se présente. Cette influence coïncide avec la lunaison, le début de la lunaison, et donc rajoute une teinte de saturnienne à tout ce tableau. C'est-à-dire qu'il y a des blocages, des freins, du travail à accomplir, des responsabilités qui nous rattrapent et qui peuvent nous imposer de la manière la plus pragmatique de freiner certains de nos projets et d'être très sérieux et très planifié dans nos actions. Donc en fait, l'énergie du bélier nous pousse à avancer de manière un peu spontanée, à jouir de la vie et de notre liberté de mouvement. Et en même temps, un Saturne très fort dans le ciel, même s'il est, comment dire, même s'il est dans un aspect favorable par rapport à la lunaison, il demande malgré tout un certain sérieux, une certaine retenue, une certaine planification et se tenir aux choses de base. Il faut vraiment planifier. C'est un bon moment pour planifier. Malgré les envies disparates qui puissent apparaître, qui peuvent apparaître, pardon. Et donc, ce Saturne-là, je vous en ai longuement parlé de Saturne en Verseau dans des vidéos précédentes que vous pouvez consulter. Ce Saturne-là, bon, il est très puissant, il peut créer de très gros blocages, de très grandes épreuves, mais il a aussi la capacité constructive et de faire des choses dans la matière qui dure dans le temps. Donc les efforts constructifs que vous pouvez faire en ce moment seront probablement, vont mener probablement à un succès. Maintenant, Saturne, c'est le maître de la patience et du temps, donc il faut voir loin et planifier dans le temps. Et s'y tenir, s'autodiscipliner, c'est ce qu'il nous demande à chaque fois, Saturne. Bon, pour l'instant, il est très bien aspecté. Saturne, mis à part Vénus qui est en carré avec lui, concernant l'argent et l'abondance et les plaisirs de la vie. Le reste est quand même dans une bonne... il y a des bons aspects, c'est fluide. Et donc, normalement, nous pouvons arriver, nous sommes aidés par les énergies du moment pour la construction et la planification à long terme. Bon, voilà. Maintenant, je ne vous ai rien dit du premier croissant lunaire, en fait, qui s'est produit hier soir. Il s'est produit dans le même signe que la conjonction, dans le signe du bélier, dans les derniers degrés du bélier. Et par là, il reprend toutes ces choses que je viens de vous raconter. Il n'y a pas de changement de signe, il n'y a pas de choses particulières, si ce n'est la portion du zodiaque dans laquelle se passe ce premier croissant, ça concerne les parties derrière du bélier, de la bête. Et donc, cela donne quelque chose de très ardent au niveau sexuel, puisque toutes les parties génitales des animaux représentés dans le zodiaque représentent également des énergies sexuelles animales qui affluent en fait par le biais de la Lune ou d'autres planètes quand elles passent devant. Donc, nous pouvons rajouter cette peut-être montée de libido ou cette
voilà, une certaine activité qui peut se déployer dans ce domaine-là, en plus de ce que je vous ai dit. Alors maintenant, comment va se dérouler le mois lunaire par la suite? Il y aura plusieurs moments clés que j'ai notés et je vais vous les dire dans l'ordre. Ah oui, quelque chose que j'ai déjà oublié, c'est pour le premier croissant lunaire. Le premier croissant lunaire qui se trouvait dans cette partie du bélier était en conjonction avec Uranus. Uranus est donc désir de liberté, désir de nouvelles idées. Des nouvelles idées peuvent influer, pardon, je vais y arriver, affluer. Puisque vous savez que Uranus, c'est une sorte de Mercure, la plus grande octave, la plus haute octave de Mercure. Et donc, il concerne le monde mental. Donc, le monde mental qui fonctionne sous un mode bélier, c'est-à-dire innovant. Donc, vous avez pu peut-être hier soir, le 21, avoir certaines percées mentales ou certaines comment dire, influences, inspirations, excusez-moi, certaines inspirations qui viennent vraiment toutes seules. Avec la lune qui représente la réceptivité, vous aurez pu puiser directement dans les énergies d'Uranus. Et donc Uranus, qui est également en lien avec l'astrologie, a pu aider pour certaines compréhensions astrologiques, scientifiques ou révolutionnaires à ce moment-là. Donc tout le mois lunaire pourra être en lien avec ce désir de se libérer et ce désir de libération et ce désir d'innovation et de passer à autre chose. Il est un peu réfréné par Saturne, qui est très puissant dans le ciel, mais ça reste fluide. Il n'y a pas d'empêchement majeur qui pourrait tout simplement annuler cet élan vers la liberté. Voilà. Donc ça, c'était pour le 21. Puis le 26, il y a Jupiter, la planète Jupiter qui rentre dans le signe sidéral du Bélier et qui passe sous un mode vraiment très guerrier, vous voyez, très comme un justicier un guerrier de justice qui peut arriver avec Jupiter, puisque au départ, il sera lui aussi en sextile avec Mars. Et donc, il y aura une certaine... l'activité va s'enflammer, on va voir grand, on aura envie de voir grand, de faire des choses majeures, d'avancer, etc. Bon, peut-être heureusement qu'il y a Saturne pour retenir un peu, parce que ça fait beaucoup de feu, beaucoup de flammes d'un coup. Puis, Jupiter va rester dans ce signe pour 1 an. Et Jupiter il est encore invisible. Donc, il a pu se montrer juste brièvement lors de l'éclipse, comme je vous l'ai dit. Mais bon, juste quelques minutes après, il est redevenu invisible. Il va se montrer visible dans le ciel avec la nouvelle lunaison suivante. Donc là, les thèmes concernant Jupiter vont vraiment exploser et ce sera sa nouvelle naissance pour un nouveau cycle d'1 an. Et ça va concerner d'autres thèmes et d'autres en lien avec d'autres planètes. Pour l'instant, il reste invisible, mais il se prépare pour ce changement de mode opératoire puisqu'il change de signe. Voilà. Ceci mérite d'ailleurs une vidéo entière.
fois-ci, j'y arrive. Alors, le 28 avril, il y a le premier croissant lunaire, le premier quartier de la Lune qui a lieu. Donc, après le premier quartier, les choses continuent tranquillement jusqu'au 1er mai. Le 1er mai, nous avons conjonction avec Saturne et Mercure. Donc, c'est un moment où le programme de Mercure est rénové. C'est-à-dire que les projets que vous avez dû reprendre, etc., à ce moment-là, ils arrivent à leur épuisement. La rétrogradation continue, mais le nouveau programme, en fait, est donné pour Mercure quand il va continuer, en fait, de s'éloigner du Soleil par la suite et se transformera en étoile du matin plus tard dans l'année. Maintenant, le 3 mai, il y a Vénus aussi qui passe dans le signe sidéral des Gémeaux. L'activité intellectuelle va encore augmenter. Il y aura de belles... là, il y aura de très belles choses avec le Gémeaux parce que le signe des Gémeaux est bien aspecté en ce moment. Et donc, Vénus va rejoindre toutes ces thématiques de communication, d'échange, etc. Probablement, il y aura des échanges très agréables en vue. Et puis, le 5 mai, nous arrivons à la pleine lune qui sera à nouveau une éclipse, cette fois-ci lunaire. Bon, une éclipse pénombrale, c'est-à-dire qu'il y a juste l'ombre de la lune qui va, l'ombre de la Terre qui va se projeter sur la lune. Ce n'est pas une éclipse très forte, très méchante. Elle va se produire dans le signe sidéral de la Balance. Et donc, les thèmes concernés seront moi et les autres et l'équilibre entre le je et le nous et les autres. Mais je vous dis, c'est une éclipse assez douce aussi. En fait, les choses vont un petit peu empirer à partir du 9 mai. Ou plutôt, oui, même un peu plus tard. Le 9 mai, il y a la conjonction exacte entre le Soleil et Uranus, dont je vous ai parlé, mais qui reste toujours bien aspectée et qui va vraiment augmenter ce désir de liberté avec des percées brusques de cette liberté-là. Il y a un sextile avec Mars, donc l'énergie martienne, elle pousse aussi au changement. Il peut y avoir quelques échanges pas très délicats entre les personnes. Il peut y avoir des disputes. Bon, ça reste un sextile, donc les disputes ne sont probablement pas très graves, mais il s'agit de se libérer de quelque chose d'ancien et d'avancé. Et puis le 12 mai, par contre, là, Mars, il va passer dans le signe sidéral du Cancer. Et là, bon, là, l'ambiance peut un peu changer parce que, premièrement, Mars ne se sent pas du tout bien dans le signe du Cancer. Vous savez, il est en exaltation dans le signe du Capricorne et juste en face, il est en exil, en fait, dans le signe opposé du Capricorne qui est le Cancer. C'est un signe d'eau. Mars, bon, il n'est pas très à l'aise dans ce signe-là. Et bon, en plus, comment vous dire, quand il est pas bien placé en signe, soit il va donner une baisse de l'énergie globale et une difficulté en fait à exprimer l'énergie martiale.
peut-être un peu plus de flemme, peut-être des actions inappropriées, des choses qui sont, comment dire, peu d'initiative, etc. Mais comme ça reste Mars et qu'il a besoin quand même de s'exprimer dans la vie, il peut prendre des billets un peu tordus pour arriver à ses fins. C'est ce qui arrive quand une planète n'est pas très bien placée en général dans son signe. Et Mars, quand il se trouve comme ça dans le signe tellement sensible et délicat du Cancer, bon, il peut donner une très grande susceptibilité, beaucoup de douleurs émotionnelles. On pourrait se sentir vraiment heurté par une agressivité comme ça qui vient, et elle peut être un peu détournée. Enfin, il n'est pas bien, il se sent pas bien dans ce signe Mars. Et en plus, à partir de ce moment-là, bon, il va se placer en opposition avec Pluton, qui est dans le début du Capricorne, et ceci peut créer quelque chose d'assez belliqueux. En fait, une opposition de volonté, des grandes manipulations, un chantage émotionnel pourrait se mettre en place, une régénération émotionnelle, mais qui passe par des confrontations, des choses désagréables. Donc, c'est pas vers la fin du mois, à partir du 12 mai, en fait, l'ambiance change, change un peu. Et ceci va être valable pour la lunaison suivante, puisque là, nous sommes presque à la nouvelle lunaison, le 12 mai. Nous arrivons presque à la nouvelle lunaison. Je vais vous dire quand elle est. La nouvelle lunaison, elle est le 19 mai. Elle arrive le 19 mai dans le Taureau. Et juste après cette nouvelle lunaison, le lendemain, il y aura l'apparition héliaque de Jupiter qui va soutenir les configurations, qui va contrebalancer, qui va nous soutenir, nous, face à d'autres influences plus négatives qui peuvent se mettre en place à ce moment-là. Voilà. Mais bon, pour ceci, on va en parler le mois prochain. D'ici là, je vous dis, le mois se présente de manière assez tranquille, assez agréable. Et puis, malgré l'éclipse, pour une fois, je ne vais pas vous dire, oh, c'est horrible l'éclipse, attention, attention. Il y a les dangers, mais il y a aussi beaucoup de facteurs qui sont quand même positifs autour. J'espère qu'avec ceci, je vous ai été utile, j'espère aussi que ce que je vous dis vous stimule à aller observer le ciel, à découvrir les étoiles. Je réfléchis à des stages d'observation en vrai. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'au bout, eh bien, c'est votre bonus. Vous pouvez m'écrire sur le mail qui est donné en description ou même en commentaire concernant vos éventuels désirs par rapport à l'apprentissage de l'astrologie, le fait d'observer le ciel, le fait de relier l'observation réelle à la pratique astrologique. Je réfléchis très sérieusement à des stages de cette sorte. Merci de me donner vos besoins, vos envies, vos observations en commentaire ou par mail. Je vous remercie. Je vous souhaite de très agréables moments de printemps. À bientôt. Merci.